Depuis 2009, les chambres d'agriculture organisent tous les 2 ans un forum énergie-climat. Notre objectif est de faire monter en compétence les acteurs clés de l'agriculture sur cette urgence climatique et énergétique. Retour sur les grands messages de la première journée du forum 2016. Et de pouvoir à la fois rassembler des hauts responsables qui ont des missions au sein de nos chambres d'agriculture sur l'élevage, mais également sur l'énergie, sur tous les aspects du climat, et à la fois aussi des conseillers de ces différents organismes avec leurs partenaires qui sont très nombreux aujourd'hui. Ça nous permet aujourd'hui d'échanger, de recueillir un certain nombre de témoignages et de pouvoir ensemble compléter nos connaissances et nos compétences sur ces sujets pour ensemble, et c'est l'objet de notre partenariat entre la Chambre Bretagne et celle des Pays de la Loire, c'est de pouvoir porter une politique commune dans ce domaine pour les années à venir. C'est le 4e forum. Nous sommes sur des territoires où l'élevage est important, même typologie un peu d'exploitation, donc vraiment travailler en même temps, et puis de toute façon on s'enrichit des expériences des uns et des autres, et c'est ça qui est important. Donc on souhaite que la Normandie nous rejoigne et qu'on parle vraiment Grand Ouest et qu'on parle de l'élevage en Grand Ouest, et c'est surtout d'avoir ce message commun que l'agriculture est une source de solutions. La COP21 vient de se conclure sur un accord mondial dont tout le monde se félicite. Cet accord va orienter les politiques publiques. Quel impact en attendre au niveau européen et français ? La COP21 entraîne tous les pays à faire des efforts pour limiter la hausse du réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés, ce qui est un objectif très ambitieux. La France et l'Europe avaient déjà pris des engagements en amont de la COP21, avec le paquet énergie-climat 2030 et la loi de transition énergétique qui chacun engage un effort de réduction à moins 40% de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et ça se traduit notamment au niveau français avec un nouvel outil qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone et qui concernera l'agriculture au premier plan. L'accord de Paris fait un lien très important qui n'avait pas été fait jusque-là entre le changement climatique et la sécurité alimentaire. L'alimentation et le climat ne sont pas 2 enjeux séparés mais bien un seul et même enjeu. L'autre point, c'est la comptabilisation, puisque les émissions du secteur agricole comme du secteur forestier sont spécifiques, diffuses, et pour que les États s'engagent avec des politiques qui prennent en compte l'agriculture, il va falloir qu'on puisse compter de la même façon des tonnes de CO2 économisées dans une agriculture d'un pays et d'un autre. Et enfin, le 3e point, c'est que jusqu'à présent, l'agriculture était peu présente dans les solutions mises en avant de ces conférences climatiques. On voyait beaucoup les éoliennes, la voiture électrique. Et maintenant, l'agriculture est revenue vraiment dans le cœur de l'agenda des solutions pour limiter les émissions, stocker du carbone durablement dans les sols et la biomasse et participer à la transition énergétique avec notamment les bioénergies. Je vois à mon petit niveau trois pistes de réflexion pour ces agricultures bretonnes et ligériennes de s'impliquer sur les questions climatiques. La notion de l'empreinte carbone des produits qui pourrait devenir à terme un avantage comparatif, notamment à l'export. L'énergie est un enjeu de compétitivité économique pour réduire ses charges, travailler à son système de production, mais également participer à la transition énergétique et avoir demain de nouveaux revenus sur la production, la contribution à un nouveau mix énergétique. Et enfin, le 3e point qui est plus global, c'est que le changement climatique et les politiques associées se relient énormément avec le commerce international. Chaque crise climatique fait normalement du lien avec une volatilité des prix agricoles et la capacité à analyser l'évolution de ces marchés entre le climat, le repositionnement des productions et les demandes alimentaires dans différents bassins de production peut donner demain aux agriculteurs et aux agricultrices de Bretagne et des Pays de Loire une capacité à mieux se positionner sur des marchés à l'export. Le défi énergétique a bien été intégré. Depuis plusieurs années, on parle de maîtrise des consommations énergétiques, de développement des énergies renouvelables. C'est quelque chose qui est rentré dans l'inconscient collectif
des agriculteurs. En revanche, la problématique climatique au sens strict est beaucoup plus récente et je pense qu'elle est moins maîtrisée, hormis sur des agriculteurs pilotes qui participent à des actions collectives un peu expérimentales. Comme l'action collective Bleu Blanc Cœur, où il s'agit d'intégrer des lipides pour réduire le méthane entérique. Ce sont des actions par exemple de la coopérative Terrena à un compte CO2 intéressant. Ce sont des actions également de manière peut-être indirecte d'acteurs qui participent à l'échange parcellaire pour pouvoir maintenir de la prairie, pour pouvoir réduire ces déplacements et les émissions de gaz à effet de serre induites. Avant la découverte du charbon et avant la découverte du pétrole, les agriculteurs étaient producteurs alimentaires mais également producteurs d'énergie. Et si on veut réussir la transition énergétique, il va falloir que quelque part sur les terres agricoles on soit aussi en capacité de produire de l'énergie renouvelable. Donc la première idée, ça va être les biocarburants, les toitures solaires sur les bâtiments agricoles, mais aussi la production éolienne et la méthanisation qu'on a beaucoup abordé ce matin. Donc les agriculteurs sont aussi des énergiculteurs quelque part. Dans financement participatif, il y a la partie financement où on va aider à collecter des fonds, mais il y a aussi et surtout la partie participatif, animation. À partir du moment où vous proposez aux citoyens d'investir dans votre projet, vous vous mettez en position d'être transparent sur votre projet, transparent sur les aspects économiques, mais également transparent sur les aspects techniques. Et ça va créer la confiance. Ça va créer la confiance, ça va créer l'éducation. On a un gros besoin d'éduquer nos concitoyens sur les questions d'énergie, de puissance, des kilowatts, de production, des kilowattheures. Et à partir du moment où les citoyens s'intéressent à la production, l'électricité, c'est plus juste un bouton j'appuie on-off, c'est je vois comment je la produis, je vois à quel coût je la produis. Les énergies renouvelables, le soleil, le vent, c'est abondant, c'est gratuit, mais c'est un coût pour les transformer en une énergie utile. Et bien en plus, on va les encourager quelque part à économiser derrière. Donc il y a vraiment un cercle vertueux autour de la participation dans ces projets. L'enjeu stockage de carbone est très important puisque il y a 2 fois plus de carbone stocké dans les sols au niveau mondial que dans l'atmosphère. Donc il y a un double objectif, c'est de stocker du carbone dans nos sols, mais également d'éviter le déstockage de carbone. Il y a ce double enjeu, notamment dans nos zones d'élevage du Grand Ouest, que ce soit Normandie, Bretagne ou Pays de Loire, où on a des teneurs en matière organique et donc en carbone élevées, liées à des présences de prairies depuis longtemps qui ont été transformées en système de culture annuel. Donc l'objectif chez nous, ce sera de limiter les baisses de matière organique et de trouver des leviers pour réenrichir nos sols en carbone et restocker du carbone. Nos forces, c'est d'être capable de produire beaucoup de biomasse grâce à un climat, notamment en hiver, qui nous permet de produire de la matière verte et donc de stocker cette matière verte, de stocker du carbone dans nos sols. Ça, c'est un très fort atout. Deuxième atout, c'est valoriser aussi notre élevage qui, d'un côté, émet des gaz à effet de serre, mais par les systèmes d'élevage, on peut avoir des prairies, des systèmes avec des légumineuses, etc., qui vont nous permettre de stocker du carbone plus qu'en culture annuelle, et les couverts végétaux dont j'ai parlé, qu'on pourra valoriser en dérobé, et puis également les déjections animales qui sont un facteur très fort de stockage de carbone, bien plus que l'engrais minéral. Donc il y a vraiment un très fort enjeu autour de nos systèmes de polyculture élevage qui sont une solution, je le répète, avec un deuxième enjeu, c'est qu'on est aussi dans des systèmes et dans des territoires qui sont fragiles au niveau environnement, qu'on a parfois limité sur des volets azote. Il ne faudra pas oublier que le cycle du carbone et le cycle de l'azote sont liés. Donc si on veut stocker du carbone, il ne faudra pas être en azote limitant. Et ça, c'est un enjeu fort. Il faudra trouver un juste équilibre. Évidemment, maîtriser les fuites d'azote, ça, c'est toujours une priorité, mais ne pas rentrer dans des extrêmes qui nous obligeraient à produire moins de biomasse et à stocker moins de carbone. La Convention porte sur une compensation des tonnes de CO2 qui ne sont pas émises par l'effort effectué par les agriculteurs qui s'engagent dans la démarche écométhane. Et donc là, il y a une compensation financière que la commune verse aux agriculteurs. Ce volet-là répond à notre volonté d'être acteur au niveau de la transition énergétique
et d'être aussi partenaire avec le monde agricole. Sur l'IFRE est installée la première méthanisation avec injection directe dans le réseau de gaz. Donc l'action de la commune consiste en fait à acheter du gaz et de poursuivre en fait des équipements qui sont chauffés au gaz, notamment la piscine. L'idée, c'était plutôt de dire qu'il faut plutôt récompenser ceux qui réduisent leurs émissions de CO2 que toujours pointer du doigt ceux qui polluent. Une sorte de bonus-malus, comme on a pu le voir en fait dans l'automobile. Et un petit peu comme les banques, on va être amené à faire un compte CO2 agriculteur, parce qu'est-ce qu'un agriculteur? C'est un gros ménage ou une petite entreprise. Donc pour avoir en fait une offre spécifique aux agriculteurs avec leurs spécificités, nous avons commencé dès ce premier trimestre à expérimenter le compte CO2 agriculteur. L'intérêt de la COP21, c'est qu'elle permet au mécanisme du protocole de Kyoto d'être plus pérenne, sur lequel on s'appuie. Néanmoins, une déception, c'est qu'on n'a toujours pas de prix du CO2. Donc nous, on valorise un prix fort du CO2. Donc s'il y avait eu un prix incitatif du CO2, ça aurait donné encore plus de traction pour la transition climatique et énergétique. Aujourd'hui, c'est à nous de le créer. Sur 2014, nous étions à 2400 exploitations au travers des 7 actions que nous avions répertoriées à partir du référentiel de l'INRA. Des actions techniques ou des modifications de pratiques qui sont donc reconnues comme permettant de diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans un certain nombre de domaines de la production agricole, que ce soit la fertilisation, l'élevage ou la conduite des engins agricoles par exemple, ou le stockage dans les haies. Il y a des actions qui sont très faciles à mettre en œuvre, comme par exemple la mise en place de couverts végétaux, qui sont pratiqués par un nombre très important d'agriculteurs parce qu'elles ne bousculent pas beaucoup le système de production. Elles ont un impact réduit, mais multiplié par un grand nombre de cas, elles permettent d'aboutir à un chiffre en tonnes de CO2 équivalent évité intéressant. Il y a d'autres actions beaucoup plus lourdes à mettre en place, par exemple, ou plus complexes en termes techniques, comme le changement d'alimentation des vaches laitières au travers de la solution écométhane proposée par notre partenaire Bleu Blanqueur, qui aboutissent à des résultats plus intéressants par exploitation, parce qu'elle joue sur un effet important au niveau climat qui est le méthane entérique. Et puis on peut aussi citer d'autres actions qui sont très peu nombreuses pour l'instant, mais qui peuvent être très efficaces en termes de réduction de gaz à effet de serre, comme la mise en place d'un méthaniseur dans une exploitation. Chaque exploitation, chaque année, reçoit le bilan calculé par le biais des données dont on dispose des émissions qu'elle a réduites, et globalisée, elle permet pour l'ensemble de la coopérative de voir l'évolution d'année en année qui se joue à la fois sur le nombre d'agriculteurs et le nombre d'actions mises en place. Lorsque on entretient convenablement des haies, lorsque on régénère des haies, lorsqu'on plante des haies, on stocke du carbone dans les sols, même si on le valorise d'ailleurs en énergie derrière. Donc le fait de stocker du carbone, on veut le quantifier. L'idée, c'est d'avoir une plus-value supplémentaire. C'est-à-dire qu'une fois que les unités carbone stockées seront prouvées, eh bien, la plus-value économique pourra être de vendre ces unités sur le marché du carbone. Et donc ce serait en plus de la vente du bois pour l'énergie. On leur demande de comptabiliser les émissions de méthane entérique, donc gaz à effet de serre, 50% des gaz à effet de serre de la ferme laitière, non émis par leurs vaches, selon une méthode reconnue par les Nations Unies et déposée par Bleu Blanqueur. On compte ce CO2 non émis et on essaye de rémunérer directement ces producteurs au travers d'argent qui vient soit public, comme l'IFRE qu'on a vu tout à l'heure, le pays de Fougères maintenant qui va le faire sur 58 communes et à peu près 1000 éleveurs. L'éleveur peut s'engager tout seul, il n'a pas besoin que sa laiterie lui dise j'ai trouvé un marché pour faire du lait Bleu Blanqueur. Et c'est un lien direct entre la société et le producteur, nous on est l'intermédiaire. Si je peux dire un mot sur la journée, on est ravis d'être là parce que tout seul on ne changera rien. Par contre, avec les chambres d'agriculture, avec les gens de la recherche qui sont dans la salle, de l'INRA, etc., on a plein de choses à faire et il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Maintenant, il faut y aller ensemble dans la logique, dans le schéma qui est ouvert par la COP21 et la suite.
Après l'accord sur le climat qui a été conclu à Paris lors de la COP21, les territoires doivent s'emparer de la question climatique et nous sommes tous concernés, à chacun à notre niveau, et l'agriculture en particulier. Alors pour le Conseil régional de Bretagne, on souhaite vraiment continuer à travailler avec les agriculteurs comme nous l'avons fait les années passées pour faire de l'adaptation au changement climatique, de l'atténuation, un enjeu de développement nouveau pour l'agriculture bretonne. L'agriculture, certes, émet beaucoup de gaz à effet de serre, mais elle a aussi une opportunité de stocker du carbone, de limiter ses émissions, et donc nous souhaitons vraiment accompagner les agriculteurs en ce sens. J'ai appelé à la constitution d'un plan climat, énergie, agriculture pour la Bretagne, et donc avec mon collègue Olivier Alain, vice-président en charge de l'agriculture, nous souhaitons donc coélaborer avec nos partenaires ce plan climat, énergie et agriculture bretonne. Alors ce forum présente un grand intérêt en termes de partage d'informations, partage aussi d'initiatives locales. On voit que l'enjeu en fait est dans les territoires. Un rapprochement entre collectivités et agriculteurs peut se faire sous cet angle climatique, et ça sera donc un des sujets que la région soutiendra encore plus fortement. Le forum, voilà, ça nous sert à nous mettre en relation et à agir ensemble pour le climat, pour la planète. C'est quoi une révolution industrielle et agricole, en l'occurrence, en ce qui concerne les Pays de Loire? C'est le moment où vous avez le changement d'une énergie concomitamment à un changement de mode de communication. Internet, avec des énergies renouvelables, interviennent et changent après qu'il y ait l'ère du pétrole, l'ère bien sûr de la vapeur. Et à ce moment-là, les modèles changent complètement. Et l'une des choses qui est importante, c'est qu'on a l'impression que ces modèles deviennent planétaires. Ils sont planétaires, mais en même temps, ils sont également très locaux. Vous êtes sans doute, enfin les agriculteurs sont sans doute ceux qui ont été le plus boostés, challengés, je ne sais pas quelle est la bonne expression, mais en tout cas motivés pour changer. Pourquoi? D'abord parce que vous le savez comme moi, vous avez aujourd'hui une pression terrible sur les prix qui est une pression internationale. Et ces pressions internationales, si on cherche avec nos coûts de fonctionnement français à essayer de lutter contre cette évolution internationale, ça sera trop difficile. Donc il faut qu'on arrive à se positionner avec des discriminants innovants. Et comment on peut positionner ces discriminants innovants? Si on reste entre nous, entre agriculteurs, ça ne marchera pas. Si on reste entre nous, industriels, ça ne marchera pas non plus. Donc on doit absolument créer ce travail collégial qui va nous permettre d'être plus fins dans les expertises industrielles, dans les expertises climatiques, dans les expertises des différents constituants d'une ressource agroalimentaire, cette fois-ci pas sur l'agriculteur, mais agroalimentaire sur un territoire. Et c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. Soyez fiers de ce que vous faites. Parce que je trouve que ce monde de la culpabilisation est insupportable. Et puis soyez entreprenants, prenez quelques risques peut-être. Alors je disais aussi, je crois que c'est aussi important de réfléchir aux fondamentaux de notre métier. Pendant longtemps, une expertise métier prévalait sur tout le reste. Et l'expertise métier, c'est devenu trop complexe. C'est trop compliqué. On ne peut pas l'avoir seul. Donc il faut qu'on sache travailler à plusieurs. Et donc il faut savoir avoir l'unité de dire, même moi qui suis un expert en quelque chose, en élevage porcin, en agriculture, je ne sais pas quoi, je dois aussi m'enrichir des autres. Première chose. Deuxième sujet qui nous semble très important toujours avec dans le milieu actuel, le milieu agricole actuel, c'est de se dire, on peut sans doute, en étant innovants ensemble, développer de la compétitivité et développer des nouveaux flux de ressources qui nous permettront de prendre des risques sur nos métiers d'origine. L'énergie est un bon exemple. Donc le parcours entreprise à énergie positive, le PEPS, est une des premières actions menées en partenariat avec le réseau consulaire, donc les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers, dans la dynamique de la troisième révolution industrielle et agricole. Les enjeux énergétiques sont les mêmes que l'on s'adresse à un entrepreneur, à une entreprise agricole, qu'à un industriel ou encore qu'à un commerçant ou un artisan. On est sur des perspectives de réduction de charges permanentes avec un contexte de volatilité des cours qui les amène de plus en plus à essayer d'établir des plans ou des stratégies en lien avec les énergies. Le parcours a vraiment vocation à accompagner dans le temps, c'est un parcours sur 3 ans, les entreprises avec une méthode commune, tout secteur confondu. La notion de stratégie énergétique sur les exploitations agricoles, c'est de se mettre un petit peu, de se projeter, de projeter son entreprise agricole dans un contexte énergétique changeant,
Donc c'est pas quelque chose qui est aujourd'hui très, très fréquent. On a un cours énergétique qui plus est en 2015-2016 qui n'est pas très favorable à ce que ce soit une priorité, vu le contexte également économique des exploitations. Malgré tout, ce que l'on souhaite mettre en avant et proposer en valeur ajoutée, c'est également la mise en réseau des entreprises sur ce sujet-là. On est sur un sujet complexe. Le sujet des énergies englobe les contrats qui les lient à leurs fournisseurs d'énergie, la fourniture d'électricité, la fourniture de gaz. Donc de travailler en collectif sur ces questions-là, de se grouper, pourquoi pas, sur des approvisionnements. Et également d'emmener ces entreprises de façon collective sur des sujets denses et complexes que peuvent être éventuellement les projets de production d'énergie renouvelable. Avec le collectif d'agriculteurs, avec les 13 agriculteurs. Et donc on a mis un certain temps pour vérifier déjà la faisabilité du projet. Ensuite on a vérifié aussi, il y a eu la faisabilité technique avec les différents intrants. Après il y a eu la faisabilité économique. Et après il a fallu constituer la société, faire les demandes de subventions à différents organismes. La longueur de maturation du projet. Les freins, c'est la lourdeur administrative en fait. C'est pas l'opposition des uns et des autres, c'est la lourdeur administrative quand même par rapport à ce type de projet. De la patience et encore de la patience. Non mais d'abord il faut être convaincu quand même du dossier. Et puis, en collectif, il faut effectivement composer avec tout le monde et surtout ne pas brusquer les choses. Alors en fait, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de facteurs de contexte qui favorisent l'émergence d'un conflit. C'est notamment lorsque dans le territoire, l'agriculture n'est plus perçue comme une activité essentielle et que l'évolution de la population fait que les pratiques agricoles sont méconnues, que les liens sociaux se sont distendus. Et donc effectivement, lorsque le projet surgit, ça peut susciter des réactions. C'est notamment aussi le cas lorsque certains paramètres du projet sont perçus comme anxiogènes par les riverains de ces projets. La création d'un site, là où il n'y en avait pas, donc la survenue de nuisances potentielles, l'arrivée d'intrants extérieurs au territoire. Dans ce cas-là, les riverains, en général, ont une réaction de refus parce qu'ils refusent d'assumer les conséquences d'activités générées par d'autres territoires. Et puis, ce qui sort aussi vraiment en critère de fond, c'est l'absence de dialogue initial entre le porteur de projet et les autres acteurs du territoire, et finalement la perte de lien social au sein du territoire qui ne favorise pas une compréhension mutuelle des objectifs et des attentes des uns et des autres. Quand on est sur des projets de dimension modeste avec un nombre d'agriculteurs assez limité, on peut être dans les démarches telles que celles que je présentais avant, l'anticipation, de la communication assez informelle dans un premier temps, on peut en parler à ses voisins, on peut en parler un peu comme de la pluie et du beau temps, on n'est pas obligé d'attendre, de formaliser les choses. Dès l'instant qu'on est sur un projet très important, avec des collectifs très importants, voire l'arrivée d'intrants non agricoles qui sont perçus comme anxiogènes, là effectivement ça nécessite vraiment d'anticiper mais de manière très formalisée les choses et probablement de se faire aider avec des organismes spécialisés en médiation et en communication. On observe des impacts et on peut observer notamment une très forte variabilité du climat à l'échelle d'une exploitation ou d'une appellation viticole, ce qui permet de proposer déjà des méthodes d'adaptation aux viticulteurs, notamment en lui précisant les secteurs qui sont plus chauds ou plus froids. Les enjeux sont très grands pour les viticulteurs. En viticulture, lorsqu'on veut planter de la vigne, c'est minimum pour 30-40 ans. Donc le viticulteur ne doit pas se tromper sur le cépage qu'il va planter et notamment la localisation de ces vignes. Alors, il y a beaucoup de méthodes d'adaptation, notamment au jour le jour, en fonction du temps qu'il fait. Le vigneron va avoir des pratiques culturelles bien spécifiques. S'il fait trop chaud, il va travailler son sol différemment, travailler sa vigne différemment. Donc voilà, des adaptations possibles pour s'adapter au jour le jour au climat actuel.
Un vin a des caractéristiques bien spécifiques. Si le climat change, ces caractéristiques vont changer. Donc de quelle manière justement à les faire évoluer le moins, avoir un impact le moins important. Et c'est là-dessus justement que nous essayons de travailler en collaboration avec les agronomes et les viticulteurs également, afin de voir comment arriver à faire toujours un vin qui aura sa typicité et ses caractéristiques spécifiques. Le sud de la France, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a quand même une succession de vagues de sécheresse, des températures un peu trop élevées qui font que le degré alcoolique des vins est plus élevé, donc une adaptation un peu plus complexe. Des solutions existent. Vous avez par exemple l'irrigation. Alors, dans les zones d'appellation, c'est interdit. Il y a quand même quelques dérogations qui sont données, notamment pour le sud de la France, de manière à pouvoir irriguer et limiter ces problèmes de sécheresse. Est-ce qu'on va avoir une remontée vers le nord des possibilités de faire de la vigne, notamment en Bretagne? Là, c'est un peu plus compliqué à prévoir, parce que autant au niveau thermique, les conditions de température paraissent favorables pour avoir de la vigne en Bretagne. Après, il y a les conditions de précipitation qui sont autre chose. Et on n'est pas encore capable de dire si la Bretagne sera une terre de vigne pour le futur. Donc une fois qu'on a fait un travail climatique qui tient compte des évolutions réellement observées, c'est pour ça qu'on a employé un climatologue, derrière c'est qu'est-ce qu'on fait de ces projections climatiques et en particulier comment on fait du conseil agronomique associé. On en fait en fonction de la technicité qu'on a, et dans les chambres d'agriculture, on utilise assez couramment et on est capable de maîtriser ce qu'on appelle des indicateurs agroclimatiques. Par exemple, des sommes de température, base 0 pour l'herbe, base 6 degrés pour le maïs, les agriculteurs connaissent ça. Ou alors des nombres de jours d'échaudage, alors c'est 25 degrés pour le grès gras, c'est 32 degrés pour certaines espèces de maïs, etc., etc. Et donc on voit évoluer ces indicateurs agroclimatiques vers le futur. Donc, avec l'ensemble des indicateurs, on peut avoir, les conseillers et ensuite les agriculteurs peuvent avoir une idée de ce qui bouge en termes culturels dans le département et sur leur exploitation, et donc de quelle manière derrière on peut s'y adapter. Par exemple, on peut s'adapter au raccourcissement des cycles, à l'augmentation de la température, à l'augmentation du risque d'échaudage d'un côté, mais d'un autre côté à l'augmentation de la capacité thermique, c'est-à-dire certaines cultures deviennent possibles là où c'était pas possible. Donc pour bien comprendre les inconvénients, parce qu'il y en a, mais aussi les opportunités qui sont offertes par le changement climatique. Même s'ils ne sont pas tous conscients de l'évolution de la tendance du climat, ils sont tous conscients de l'évolution des aléas du climat. Donc une partie du conseil et une partie des résultats de l'étude, ça a été de les convaincre d'avoir une marge de manœuvre, on va dire, supplémentaire vis-à-vis des aléas climatiques qui, hélas, sont amenés à augmenter progressivement au cours du temps. C'est un sujet qui est de plus en plus en vue. On parle de réchauffement climatique. Les agriculteurs le vivent au jour le jour. Les semis sont de plus en plus précoces, les récoltes aussi s'avancent de plus en plus. On a beaucoup moins d'hiver. Pour pouvoir embrayer des actions sur le terrain et vulgariser, il faut absolument qu'on bénéficie de tout ce que les scientifiques ont pu trouver. Il faut des connaissances communes. Et aussi avoir un bilan commun de tout ce qui peut être proposé. Alors, on est très riche d'informations aujourd'hui et c'est une bonne base pour travailler. Alors, ce forum doit apporter pour nous des sources de connaissances et des perspectives à venir à proposer aux agriculteurs.